sur cette table ronde, c'est d'aborder le sujet de l'économie circulaire, donc en lien avec les territoires et celui-là en particulier, avec des témoignages donc, de nos invités que vous allez découvrir, et plus particulièrement donc, sous l'angle polymère, plastique, des mots qui font peur souvent aujourd'hui, qu'on retrouve beaucoup compte tenu des volumes associés à l'emballage, donc avec des témoignages d'industriels et d'un centre technique, donc ils vont essayer d'éclairer un petit peu le débat, la discussion pour peut-être un peu démystifier ce qu'il y a derrière et voir comment on peut retrouver quelques vertus donc, à ces emballages. Donc l'idée de cet après-midi, c'est de voir comment on peut passer chez un industriel sur un territoire d'une économie linéaire à une économie circulaire. Avec mes invités, je vais le faire dans l'ordre où ils se sont installés. Donc Skander Mani, qui est responsable recyclage au sein du service recherche d'IPC. Donc IPC, le Centre technique innovation plasturgie composite. Donc il y reviendra. Merci Skander d'être là. Richard Morinville, qui est directeur qualité des Deux Marmottes, donc les tisanes que tout le monde connaît, tout le monde a à un moment donné eu dans les mains pour tester, savourer. Et puis Jérémy Suzanne, qui représente donc Danone avec les eaux des viandes, que tout le monde a eu aussi entre les mains pour déguster ou s'abreuver. Donc sans tarder, je vous propose de démarrer. Pour ma part, je suis Jean-Jacques Legat, je suis directeur projet innovation au pôle de compétitivité Polyméris. Donc un pôle, je vais défiler quelques transparents, dédié aux polymères, aux composites et au caoutchouc. Si ça marche, oui. Voilà. Tac. Voilà. Donc un pôle de compétitivité, qu'est-ce que c'est? C'est le terme anglo-saxon, un cluster, au sens élargi à quelque chose qui est soutenu par l'État. Un pôle de compétitivité par rapport aux positions à un cluster. Donc c'est quelque chose qui est effectivement en droite ligne avec les stratégies régionales, nationales de l'État. Nous sommes pôle de compétitivité depuis 2005, quand ça a été créé à l'époque de Raffarin, avec comme périmètre actuel Polyméris, sur les plastiques, les composites et les caoutchoucs. On a changé de nom récemment, au 1er janvier, puisque avant on était Plastipolis, et on a fusionné en absorbant Elastopôle, un pôle plutôt dédié aux élastomères et au caoutchouc, pour couvrir l'entité de ces matériaux que je présente ici. On est un écosystème de 500 partenaires, à peu près 400 partenaires actifs, membres actifs, qui ont rejoint le pôle depuis le début de l'année, 280 entreprises, un écosystème sur toute la chaîne de valeur de la plasturgie, des composites et des caoutchoucs. On a comme mission d'aider nos industriels, d'aider nos adhérents à gagner en innovation, à gagner en compétitivité, grâce en particulier à des projets. Pour ça, on essaye de trouver les bons financements aux projets pour arriver à booster les travaux de recherche, booster l'industrialisation de ces projets. Donc vous avez un exemple ici, avec 300 projets qui ont été financés pour 600 millions d'euros d'aide qui ont été apportés sur ces projets. On est également très impliqué et de plus en plus sur un volet européen, pas par hasard parce qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds qui sont accessibles au niveau de l'Europe, avec une vraie stratégie, une vraie volonté au niveau de l'Europe de développer un certain nombre de sujets, dont celui qui nous anime cet après-midi, l'économie circulaire. Et puis on a, même en tant que pôle, on a cette garantie à apporter à nos adhérents, une certaine structuration qualité. Donc on est aujourd'hui reconnu Gold Label au niveau des pôles comme on peut le souhaiter. Vous avez ici en dessous quelques logos d'entreprises, d'industriels qui sont adhérents du pôle aujourd'hui. On couvre un certain nombre de marchés, que ce soit le marché de la mobilité au sens large, le marché évidemment du packaging, de l'emballage, le marché de la santé, le marché un petit peu du BTP. Voilà, on a 9 marchés de prédilection aujourd'hui, et on intervient sur ces marchés à travers 5 domaines stratégiques, 5 domaines d'action stratégique. 2 transversaux, un qui est dédié à l'économie circulaire, où on va traiter des sujets de durabilité, d'éco-conception, de recyclage, au cœur de la réflexion de cet après-midi. Un autre grand sujet qui est présent dans les entreprises avec des grandes mutations en cours et à venir, c'est l'industrie du futur. Comment l'entreprise
s'approprient tout ce qui est lié à la digitalisation, tout ce qui est lié à ces nouvelles technologies du digital, l'impression 3D par exemple, l'électronique structurelle. Et tout ça, on va le croiser avec les 3 piliers historiques du pôle. Donc les 3 piliers historiques du pôle, c'est l'aspect matériaux. Donc matériaux où on va regarder quels sont les nouveaux polymères, quelles sont les nouvelles charges, quels sont les nouveaux besoins de formulation qu'il peut y avoir pour des nouvelles fonctionnalités au niveau de ces matériaux. Donc évidemment l'intégration de matières recyclées, l'intégration de matières biosourcées. Donc c'est tout ça qui constitue donc ce schéma au niveau des matériaux. Le deuxième pilier stratégique, donc, ce sont les procédés. C'est bien d'introduire de nouvelles matières, en particulier donc, des matières recyclées, des matières biosourcées, etc. Mais il faut aussi savoir les transformer, donc arriver à caractériser les procédés, avoir les procédés et ajuster les procédés, adapter les procédés à ces nouvelles matières. Et également, en termes de procédés, l'apparition de ces nouvelles méthodes, de ces nouveaux procédés de transformation du déchet. Aujourd'hui, on parlera beaucoup de recyclage mécanique, chimique, de cette valorisation des déchets, donc qui font appel et qui couvrent un certain nombre de nouvelles technologies qu'on va retrouver ancrées parfois sur les territoires, effectivement, avec à l'échelle d'une métropole, d'une région, donc cette volonté de pouvoir développer ces différentes technologies. Et puis le troisième pilier historique du pôle, donc, ce sont les produits fonctionnalisés. C'est-à-dire que c'est bien à un moment donné d'avoir des matières, des procédés, donc c'est pour en faire des produits. Et ces produits, dans ce schéma d'économie circulaire, à un moment donné, il faut pouvoir, en fin de vie, le traiter, il faut pouvoir le désassembler, il faut pouvoir séparer les matières pour les réinjecter dans une boucle. Donc c'est ce type d'action qu'on mène aujourd'hui pour aider nos adhérents dans cette réflexion. Alors, Polyméris, donc c'est un écosystème d'envergure nationale. On est présent sur... Ah, j'ai perdu mon écran. Donc voilà. On est présent donc sur 6 régions avec des membres de proximité donc au niveau de l'équipe sur Dijon, sur Lyon. Le siège du pôle est à Oyonnax. On est également présent sur Bordeaux, Nantes, Laval, Orléans et puis Paris donc à Vitry. Les principales missions du pôle, pour y revenir dessus, donc c'est de générer des projets d'innovation. Donc, tant sur le plan du produit que sur le plan du process, c'est vraiment aider nos adhérents à gagner en compétitivité grâce à l'innovation. Donc, c'est rencontrer, c'est être à l'écoute de nos adhérents pour bien comprendre quels sont leurs centres d'intérêt, pour voir quelles sont leurs velléités à rentrer dans des projets très souvent collaboratifs. C'est souvent la meilleure façon de bien gagner en termes de résultats, en termes de dissémination des résultats. Donc, comment on les aide à essayer d'innover, de faire émerger des nouveaux projets. Accompagner l'innovation et l'excellence industrielle, ça c'est transférer des méthodes, c'est comparer à des pratiques qui se font par ailleurs, d'un domaine à un autre domaine, d'un marché à un autre marché. C'est les aider dans l'accompagnement des projets pour faire en sorte d'augmenter les taux de succès sur ces projets, que ce soit au niveau, une fois de plus, donc régional, national ou européen. C'est s'appuyer sur l'innovation pour éclairer l'évolution des compétences. Notre réseau d'industriels, à un moment donné, donc, se réunit, dit tiens, en lien avec les organismes de formation, on sent qu'il manque tel ou tel type de compétences aujourd'hui dans nos industries. Donc on essaye d'être le relais de ces besoins pour opérer auprès des acteurs de la formation de mettre en place de nouvelles formations qui correspondent aux besoins des industriels. Ensuite, booster la croissance des entreprises, c'est les aider, bien sûr, à être visibles dans cet écosystème, à faire valoir leurs solutions en tant qu'offreurs de solutions, accéder à cet écosystème, accéder à ce réseau. C'est vraiment l'entreprise étendue, l'open innovation qu'on essaye de favoriser. Être un tremplin pour l'international, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement de permettre à un adhérent, non pas d'être effrayé par l'Europe, mais d'y accéder, de comprendre comment aller chercher des aides au niveau de l'Europe, comprendre comment rentrer dans des projets européens pour élargir lui-même son réseau, élargir ses missions au-delà de nos frontières pour entrer dans un écosystème encore plus large. Et puis soutenir le développement des territoires, c'est pour ça que je suis là cet après-midi aussi, c'est que l'emploi, il est d'abord local. Les territoires donc, ont des champions, ces territoires veulent soutenir leurs champions, donc pour ça ils cherchent à développer ces entreprises, ils cherchent à développer le savoir-faire et la compétitivité de ces entreprises
en essayant d'y apporter le soutien et d'apporter toutes les aides nécessaires à ces champions. L'objectif de notre pôle, c'est d'être le référent national de l'écosystème caoutchouc, plastique et composite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec à peu près 500 adhérents, donc on est un écosystème où on est présent sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. Donc, par exemple, pour parler des polymères, donc on est en amont, donc avec des représentants parmi nos adhérents, donc au niveau de la formulation, des chimistes, des fabricants de matières, des compounders, pour ensuite donc, passer aux transformateurs, avec une couverture de toutes les technologies de transformation. On parlera d'injection, on parlera d'extrusion, on parlera d'extrusion gonflage, etc. Donc on a des représentants dans notre filière de l'ensemble de ces métiers. Et puis bien sûr tout ce qui va autour, c'est-à-dire les services, c'est-à-dire tout ce qui est service, que ce soit simulation, que ce soit base de données, que ce soit tout ce qui est nécessaire pour concevoir. Et puis évidemment tout ce qui est en termes d'équipement, de périphériques, de machines, qui sont autant d'acteurs qui vont intervenir dans cet écosystème. Donc vraiment un écosystème qui reprend l'ensemble de la chaîne de valeur avec l'ensemble d'acteurs qui peuvent intervenir sur ces différents maillons de la chaîne. Être un réacteur de projets d'innovation accompagnant les mutations de l'avenir, donc avec deux grands axes, donc l'économie circulaire et l'industrie du futur. Aujourd'hui, le pôle a un portefeuille d'une soixantaine de projets. Donc ces 60 projets sont des projets, pour la plupart, des projets collaboratifs. J'aurai l'occasion de revenir dans le propos pourquoi il est intéressant de monter des projets collaboratifs. Donc on a une soixantaine de projets. On en a labellisé depuis l'existence du pôle, donc pas loin de 700. Donc ce sont des projets sur lesquels on apporte une vraie expertise, un œil pour dire ce projet, il faudrait l'orienter comme ci ou comme ça, avec un comité de labellisation, donc composé d'experts à la fois industriels et académiques, qui vont donner un avis pour que le porteur puisse enrichir et améliorer son projet, dans le but bien sûr d'obtenir les financements. Troisième grand objectif qu'on a au niveau du pôle, donc revêtir une stature, une visibilité européenne internationale. Je l'expliquais à l'instant, donc c'est permettre à nos adhérents d'accéder à une catégorie au-dessus en allant au niveau de l'Europe, en allant au niveau de l'international, pour ça à travers des projets, mais ça peut être également donc l'accompagnement sur des missions à l'international, un adhérent qui nous dit, ou une population d'adhérents, une communauté d'adhérents qui nous dit nous on voudrait bien découvrir le marché de l'emballage en Pennsylvanie, on va essayer de monter une mission pour aller découvrir les acteurs de l'emballage en Pennsylvanie, pour prendre un exemple. Et être un pôle efficient et performant au service de ses adhérents. Donc on a une petite structure, donc un pôle c'est pour l'instant, et malheureusement ça tend à évoluer, mais pour l'instant c'est moitié avec des financements publics, moitié avec des financements privés. Donc on reste une petite structure agile, on a une vingtaine de personnes sur le territoire national, avec des services de proximité et avec beaucoup de relations avec les institutionnels locaux. Donc on est évidemment en relation avec les régions, avec les DREDS, avec tous ces organismes, y compris donc les centres techniques, pour apporter dans le discours qu'on a avec nos adhérents la meilleure réponse possible. Juste pour illustrer, et après j'en arrêterai là mon propos, donc juste pour illustrer, donc aujourd'hui le pôle parmi ses missions a construit une feuille de route technologique, donc qu'on va adresser, qu'on va distribuer donc à nos adhérents pour les aider à structurer leur réflexion, structurer leur démarche technologique autour de ces grands domaines que j'évoquais. Et à l'intérieur de ces 6 chapitres, donc si on croise les lignes et les colonnes de la matrice, à travers ces 6 chapitres, on a un certain nombre de sujets sur lesquels on va adresser plus particulièrement les enjeux de la profession. Si je prends le premier par exemple en haut à gauche, les charges et additifs, quels sont les enjeux de la profession, les charges, des charges vertes, etc. Par exemple. Quelle est la veille qu'il faut qu'on fasse sur le sujet, qu'est-ce qui est intéressant à suivre, évidemment, quels sont les projets qu'on a ou qu'on est susceptible ou qu'il faudrait monter sur le sujet pour vraiment franchir un pas de connaissance sur ces différents sujets. Donc sur ces 24 thèmes qui représentent notre feuille de route aujourd'hui, on a une animation qui est faite à travers des experts de notre comité industriel, nos chargés de mission internes de l'équipe, pour faire avancer tous ces sujets. On est en train de mettre en place également une veille technologique sur ces 24 sujets pour pousser vers notre réseau, pour pousser vers nos adhérents, pour être au fait
de ce qui se fait de mieux, de ce qu'il est intéressant de savoir sur ces 24 thèmes de la feuille de route qui a été écrite par le pôle. Voilà, j'en dirai pas plus. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, bien sûr, je suis à disposition. Et également, donc, on a un site qu'on vient de refaire en début d'année, donc je vous invite à visiter, qui présente assez bien donc, ce qu'il est possible de faire au niveau du pôle en rejoignant donc, cet écosystème. Voilà pour ce qui concerne le pôle Polyméris. Je vais enchaîner donc, en donnant la parole à Skander, donc, qui peut se représenter et qui peut... Tiens, tu veux que je déroule ou tu veux dérouler? Ouais, je peux. Okay. Merci. Merci beaucoup Jean-Jacques. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc l'objectif de ma présentation, donc là, de vous présenter notre centre technique industriel IPC, partager avec vous aussi des informations concernant des projets que nous menons au sein de notre centre technique autour de l'économie circulaire en plasturgie, mais aussi partager avec vous ma vision donc en tant qu'expert en plasturgie et recyclage. Rapidement, donc permettez-moi de commencer par introduire en fait le contexte général en fait voilà donc à travers en fait ces chiffres concernant la plasturgie française. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais bon rapidement donc là c'est des chiffres de 2020. Oui, excusez-moi, il y a une faute de frappe de l'ADEME. La plasturgie française a consommé en 2020 en matière plastique vierge environ 4,8 millions de tonnes de plastique. Et elle a généré les plasturgistes, donc ils ont généré ce qu'on appelle en fait les chutes de production, environ 350 000 tonnes de chutes de production. Et en termes en fait de déchets post-consommation, donc des déchets plastiques, donc des produits plastiques qui arrivent en fin de vie, donc on estime le gisement est de l'ordre de 3,5 millions de tonnes. Donc de ce gisement 3,5 millions de tonnes, il y en a 1,1 millions de tonnes qui ont été valorisées, donc recyclées mécaniquement, et on estime environ 440 000 tonnes de matières plastiques recyclées ont été produites en France en 2020. C'est intéressant à noter que dans le cadre en fait, de la FREC, la feuille de route d'économie circulaire, l'une des mesures qui touche aux plasturgies, c'est d'augmenter le taux d'incorporation des MPR, des matières plastiques recyclées dans les produits plastiques, et on donne comme objectif, c'est donc d'atteindre 30% de matières plastiques recyclées dans les produits plastiques d'ici 2025, ce qui en chiffre donc un objectif à atteindre de l'ordre de 1 million de tonnes de matières plastiques recyclées d'ici 2025. Donc ce qui fait que donc là on demande en fait aux recycleurs et aux plasturgistes de doubler l'effort, donc de passer de ce chiffre de 450 000 tonnes à 1 million de tonnes de matières plastiques recyclées produites et introduites dans les produits plastiques d'ici 2025. Sachant qu'aujourd'hui, donc le secteur qui consomme donc le plus consommateur en fait de matière plastique, c'est le secteur de l'emballage, hein, donc c'est 46% qui est suivi donc du secteur du BTP et de l'automobile. Ce qui explique aujourd'hui donc le secteur de l'emballage, donc là 47% de consommation donc de matière plastique, et aussi c'est le secteur qui génère le plus en fait de déchets post-consommation. Ça sont en lien aussi avec la durée de vie de ces emballages plastiques, en comparant en fait ces produits aux produits issus de l'automobile ou de BTP qui ont une durée de vie de l'ordre d'une dizaine d'années. Donc là dans le domaine de l'emballage, on parle en fait d'une durée de vie de l'ordre de quelques semaines, quelques mois. Donc, ce qui explique aussi toutes les actions, ce qu'on voit aujourd'hui autour de recyclage en fait, des emballages. Par ailleurs aussi, ce que je voulais partager avec vous, c'est la typologie en fait, des entreprises qui composent la filière de la plasturgie, qui sont des TPE, des PME. Donc c'est des petites et des moyennes entreprises qu'on demande aussi de revoir leur mode de production, donc réadapter leur procédé de production, de transformation de matières plastiques pour utiliser plus de matières recyclées, intégrer des démarches d'éco-conception, donc pour des petites et des moyennes entreprises que parfois n'ont pas donc les moyens technologiques ou bien le savoir-faire ou l'expertise en interne
en interne. Voilà, pour répondre à ces exigences, répondre en fait d'un point de vue opérationnel aux objectifs en fait de l'économie circulaire, à savoir donc le ressourcement durable, donc c'est-à-dire aller chercher en fait les matières de type de matières les biosourcées, les biodégradables, compostables ou bien les matières recyclées, les conceptions, donc intégrer des démarches d'éco-conception lors des développements de leurs produits, aussi prendre en compte en fait l'utilisation du produit plastique et allonger en fait sa durée de vie, et aussi anticiper la fin de vie en fait du produit plastique et sa recyclabilité en fin de vie pour boucler la boucle. Prendre en compte aussi, on leur demande en fait de prendre en compte en fait les exigences en fait de réglementaires, à savoir donc ici par exemple la loi AGEC, en fait la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et donc là, dans le cadre de cette loi, les deux mesures qui concernent le plasturgiste, à savoir donc tendre vers le 100% de plastique recyclé, donc à l'échéance de 1er janvier 2025. Aussi atteindre la fin donc de la mise sur le marché de ce qu'on appelle les emballages à usage unique d'ici 2040. Donc, aujourd'hui, pour accompagner ces TPE, PME et ces plasturgistes, l'État a mis en place en fait en 2015 un centre technique industriel, c'est IPC Innovation Plasturgie et Composite, donc sous tutelle de la DGE, la Direction Générale des Entreprises, du ministère de l'Économie. Donc notre mission principale, c'est où est-ce que je disais, voilà, l'accompagnement, en fait, accompagner les industriels de la plasturgie à travers la mise à leur disposition des moyens technologiques, des plateformes d'essai de taille semi-industrielle. Parfois, en fait, on a des machines aussi de taille industrielle pour certains métiers. Aussi assurer le transfert des technologies, de savoir-faire, de l'expertise à forte valeur ajoutée vers l'industrie. Et tout ça se décline à travers nos champs d'action, à savoir donc le premier champ d'action, c'est ce qu'on appelle les actions collectives. De quoi il s'agit? C'est donc des projets de recherche et développement qui sont financés par une taxe affectée. Donc, on a ce qu'on appelle les bénéficiaires, donc environ aujourd'hui 2000 entreprises qui payent une taxe pour financer en fait ces projets de R&D. Les sujets de ces actions collectives sont définis donc avec des consortiums d'industriels. Et les industriels, ils peuvent donc être impliqués dans les comités de pilotage de ces projets, mais aussi assurer aussi le transfert des résultats donc vers leur site de production et jouer le rôle de ce qu'on appelle en fait un bêta-testeur. Aussi, donc un deuxième champ d'action, c'est ce qu'on appelle la prestation privée. Donc, c'est répondre en fait à un besoin en fait d'un industriel particulier. Et par la suite, le troisième champ d'action, c'est la recherche collaborative. Donc, dans ce cas, IPC va s'associer à un consortium d'industriels, de scientifiques, d'académiques, dans le cadre d'un projet collaboratif, s'associer aussi à des pôles de compétitivité, comme le soulignait tout à l'heure en fait Jean-Jacques, donc comme Polyméris. Aujourd'hui à IPC, on a environ 38 projets collaboratifs en cours. Donc à l'échelle nationale, et on a aussi 23 projets européens. Donc on a aujourd'hui une force de frappe, je dirais, au niveau de l'Europe en fait très puissante. Donc en termes de subventions pour financer en fait ces projets de recherche collaborative à l'échelle nationale, on s'oriente vers des guichets de type ADEME, BPI, mais pour les projets européens, bien évidemment, en fait des projets financés par la Commission européenne. Sachant que pour définir les sujets en fait de ces projets, donc on met en place, on a la responsabilité, oui, de mettre en place en fait des roadmaps technologiques avec des commissions d'industriels afin de définir les sujets prioritaires pour eux qui vont leur permettre en fait d'améliorer à court et moyen terme leur compétitivité.
Et à titre d'exemple, en fait, de projet collaboratif, je veux partager avec vous aujourd'hui un projet que nous avons mis en place avec CTO, l'organisme en fait qui gère la collecte et la gestion de fin de vie des emballages en France, avec aussi le COTREP, le comité technique donc de la recyclabilité en fait des emballages. Donc on a mis en place une ligne pilote en fait qu'on a inaugurée récemment, il y a 2 semaines, originale à l'échelle européenne. Alors de quoi il s'agit? En fait, c'est une ligne de test en fait d'étude de la recyclabilité des emballages souples et rigides, dont l'objectif en fait c'est d'accompagner les metteurs sur le marché, ceux qui vont développer des nouveaux emballages, donc à faire une étude de la recyclabilité de l'emballage qui est en phase de développement. C'est-à-dire cette ligne expérimentale, ça pourrait intervenir comme un outil d'aide à la décision pour orienter la conception du produit. Donc dès la phase en fait de développement du produit, on va prendre en compte sa recyclabilité et faire des choix pour mettre sur le marché un emballage éco-conçu et qu'on sait dès le départ qu'il est recyclable. Et donc cette ligne de test, donc comme vous voyez en fait ici le protocole, donc le protocole de test a été établi avec de recycleurs à l'échelle nationale et donc on retrouve les différentes étapes donc de recyclage des emballages et aussi donc la ligne donc comporte des machines de taille semi-industrielle représentatives de l'existant à l'échelle industrielle. Et donc, comme on le présente ici, on va comparer, donc là, tout au long du protocole de test, on va comparer un flux de référence, c'est-à-dire un emballage qui existe sur le marché, qu'on sait bien qu'il est recyclable, et l'emballage en fait à base des mêmes matériaux, à base de mêmes matériaux. Comment revenir? Je sais pas comment. Voilà. Donc l'emballage en fait qui est en phase de développement. Donc on va comparer en fait les 2 emballages, donc les différentes étapes en fait, comme vous voyez ici, le broyage, lavage, voilà toutes les étapes en fait de préparation de déchets jusqu'à l'étape en fait de granulation et la fabrication de nouveaux produits à partir de la matière recyclée qu'on va générer à partir de ces emballages. Donc après ces tests, le COTREP donc va étudier le dossier en fait qui concerne en fait cet emballage en fait et donner un avis autour en fait la mise sur le marché ou pas de cet emballage selon les résultats en fait de test de la recyclabilité de son emballage et voir est-ce que ce nouveau emballage va pouvoir intégrer les filières existantes de recyclage ou pas. Un autre exemple, en fait, c'est un exemple en fait de modèle d'économie circulaire qu'on a mis en place au sein de la Plastic Valley à Isère-Nord, à Oyonnax, dans les 01. C'est l'exemple en fait de la société Trivio. Donc c'est une société qui gère aujourd'hui la collecte des déchets plastiques complexes. Donc des chutes de production, comme vous voyez en fait sur cette photo, en fait une pièce automobile, une pièce plastique avec des inserts métalliques. Donc ces produits complexes sont difficiles en fait de traiter en fait chez le transformateur. Et on estimait, il y a une étude en fait avant le lancement de ce projet au sein de la Plastic Valley qui avait montré que des 60 000 tonnes qui sont transformées au sein de la Plastic Valley, 600 000 tonnes, pardon, 600 000 tonnes transformées tous les ans par les plasturgistes de la Plastic Valley, et il y en a 60 000 tonnes en fait de déchets de chute de production, et de ces 60 000, il y en a 15 000 tonnes qui partaient à l'enfouissement parce que tout simplement c'est des pièces complexes comme cette pièce. On a des inserts métalliques ou bien on a des corps, et ce qui fait qu'on ne peut pas en fait les broyer, les réintégrer en fait dans le processus de production. Donc l'idée c'était en fait voilà de ce partenariat entre IPC, 2 acteurs en fait de recyclage, Broplast, Inco, et une association spécialisée dans la réinsertion professionnelle, donc de créer en fait voilà une activité économique au sein de la Plastic Valley en redonnant en fait de la valeur à ces déchets post-production qui partaient à l'enfouissement. Donc aujourd'hui Trivio collecte de chez le transformateur ces pièces complexes
met en place un processus simple en fait de désassemblage donc de ces pièces, broie ces pièces, il fabrique en fait de la matière recyclée qui sera redonnée aux transformateurs ou bien réintroduit dans les filières de recyclage. Ce qui a permis en fait à détourner de l'enfouissement environ 1000 tonnes de déchets par an. En ce qui concerne le modèle social aussi de Triveo, les personnes qui sont mises à la disposition à travers l'association R, de réinsertion professionnelle, sont formées par les experts en fait qui interviennent en fait soit du côté de IPC, INCO ou Proplast, formés au métier de la plasturgie, et ce qui facilite en fait leur réinsertion professionnelle. Et environ une cinquantaine de personnes ont été réinsérées. Et pour finir, en fait, avec le modèle économique de Triveo, aujourd'hui, Triveo facture en fait un service à 220 € la tonne de traitement, donc de traiter en fait pour traiter en fait ces déchets plastiques, comparé à 180 € la tonne, ce qui aurait déjà coûté en fait aux transformateurs pour l'enfouissement de ces déchets. Voilà, donc je suis fini, je pense. Merci. Merci Skander. Donc les deux exemples, donc très intéressants, puisqu'on voit à travers Triveo qu'on a à l'écran, donc ce qu'il est possible de faire justement sur un territoire. Donc ça, c'est à l'échelle du territoire de la Plastic Valley, donc avec la collecte, la transformation avec des acteurs du territoire, l'économie sociale et solidaire également, donc ce qu'il est possible de faire. Et également, donc dans l'émission d'IPC, le transparent d'avant, donc sur le démonstrateur qui est fait, la ligne pilote qui est faite, donc pour le recyclage des emballages souples. Donc ça m'amène tout de suite une première question ou réaction. C'est tout à fait intéressant donc pour un industriel donc de l'emballage qui imaginerait donc réutiliser ou recycler en partie ces emballages, donc qui pourrait se servir effectivement de cette ligne pilote pour tester la faisabilité. Sachant qu'aujourd'hui, la responsabilité, on parle de REP, la responsabilité élargie du producteur, donc elle existe déjà au niveau de l'emballage. Il y en a d'autres. En quoi le centre technique, en quoi IPC peut accompagner ces acteurs de la plasturgie qui veulent se lancer dans l'économie circulaire? Alors, en fait, oui. Aujourd'hui, les actions que IPC a mis en place en fait pour accompagner en fait les différents plasturgistes pour répondre en fait aux différentes exigences des filières REP, en fait les filières donc responsabilité élargie du producteur. Donc, ce que je disais, bon, pour le cas en fait de l'emballage, donc voilà, c'est l'objectif aussi de cette ligne de test. Mais en plus de ça, donc aussi, on a mis en place en fait des différentes actions autour de tout ce qui est en fait éco-conception produit, tout ce qui est analyse de cycle de vie en fait, pour que le plasturgiste puisse intégrer en fait toute une analyse de cycle de vie, toute une démarche d'éco-conception lors du développement en fait de son produit. On aussi identifier en fait le sourcing, on va dire, des matières type biosourcées ou des matières recyclées. Aussi, on a mis en place aussi des lignes de test qui vont leur permettre aussi d'étudier en fait pour par exemple l'utilisation en fait des biosourcés, tester en fait la biodégradation et le compostage, donc dans différentes conditions, en compostage domestique, industriel ou dans des milieux aussi type environnement marin. Donc voilà, pour répondre en fait à toutes les questions autour en fait des conceptions produits. En ce qui concerne les nouvelles REP, oui, là on parlait en fait de l'emballage, mais il y a aussi, bon, tout à l'heure en fait il y avait lors de la précédente table ronde, on parlait en fait de la REP autour du bâtiment. Je tenais aussi à souligner qu'il y a de nouvelles REP, une REP autour de tout ce qui est jouets, articles de sport et de loisirs. Donc pour tous les metteurs sur le marché en fait de ces produits, donc ils vont gérer, donc ils vont devoir gérer en fait la fin de vie de leurs produits à partir du 1er janvier 2022. Et à titre d'exemple,
on a en fait une grande marque française dans le sport, dans le domaine du sport, des articles de sport, donc qui se rapprochait des PC. Et donc il y a un projet en montage pour les accompagner, pour travailler sur les conceptions de leurs produits, travailler sur l'étude de la recyclabilité de leurs produits et aussi la caractérisation en fait des produits en fin de vie. Merci Scandi, c'est très clair. Je propose qu'on enchaîne avec Richard. Oui. Oui. Voilà, oui. Bonjour, donc Richard Morinville, responsable qualité au sein des Deux Marmottes. Donc on vous a préparé une petite vidéo. Voilà, je vous laisse découvrir. Les Deux Marmottes s'inscrivent dans le concept de l'économie circulaire depuis maintenant déjà très longtemps, puisque il y a plus de 20 ans, on avait pris la décision de faire des infusettes sans agrafe, ni colle, ni ficelle. Donc ça fait partie vraiment de l'ADN de l'entreprise. L'autre élément qui est fondamental, bien évidemment, c'est que notre raison d'être, c'est de mettre à disposition de tous des infusions 100% plantes sans jamais d'arôme ajouté. Et on cherche à le faire aujourd'hui en ayant le moins d'impact possible sur notre environnement. Et on le dit souvent, un peu comme les Deux Marmottes en pleine nature qui ne laissent pas de traces derrière elles. Nous participons à ce premier forum parce que chez les Deux Marmottes, on aime bien quelque part être un peu des leaders dans notre domaine. Donc on souhaite l'être dans les infusions et les boissons chaudes, mais aussi dans les boissons froides. Donc concrètement, d'abord on va être présent pour écouter et apprendre de l'ensemble des personnes qui seront invitées. Et puis on va être aussi présent avec cette idée d'apporter des infusions froides parce que on peut préparer une boisson froide simplement en prenant un sachet, par exemple, de fenouil, en le mettant dans un verre d'eau, en le laissant pendant 30 minutes. Et là, vous allez avoir une boisson qui, est une boisson qui est délicieuse en goût. 2, qui est une boisson qui est vraiment saine pour le corps humain. Je pense que tout le monde cherche à être en bonne santé. Et puis, troisième élément, c'est une boisson bas carbone. Une infusion de fenouil, c'est 10 grammes de CO2. Là où, si vous comparez ça à des boissons, d'autres boissons chaudes ou des boissons en fait déjà embouteillées, vous êtes sur des facteurs qui sont entre 4 et 10 fois supérieurs. Donc on a ce triptyque, boisson goûteuse, boisson saine, boisson bas carbone, et c'est ça aussi qu'on veut amener dans ce premier rendez-vous de l'économie circulaire. Merci. Richard, un commentaire par rapport à cette vidéo? Oui, un petit commentaire. Pour ramener un petit peu à l'histoire, c'est vrai que les Deux Marmottes est sur le territoire de Haute-Savoie depuis 1976, a connu une évolution économique assez importante, notamment depuis ces 20 dernières années. Et c'est vrai que c'est une philosophie d'entreprise aussi de rester sur notre territoire. Et de participer ainsi à l'économie locale. Je vous donnerai également quelques exemples d'économie circulaire. Nous avons environ 24 tonnes annuelles de plantes que nous pouvons insérer dans nos sachets. Ces 20 tonnes sont maintenant du côté de Périgné, servent de compost. Nous avions aussi il y a quelques années une problématique sur nos sachets en bout de ligne dont nous savions que faire. Donc ainsi nous avons pris la décision de créer tout simplement un coffret, et ce coffret aujourd'hui fait travailler une trentaine de travailleurs sur Vétra grâce au montage et au conditionnement de ces coffrets. Merci. On entend bien à travers le discours de votre président que l'économie circulaire, ça fait vraiment partie de l'ADN, comme il le souligne, de l'entreprise. Quelles ont été les problématiques d'introduire l'économie circulaire chez les Deux Marmottes, ou quels sont encore les enjeux à venir en termes d'emballage en particulier, parce que c'est le thème de cet après-midi, le sachet, la ficelle, voilà. Quels sont les enjeux à venir?
Alors, donc nous avons une vision, c'est du zéro plastique. Non pas uniquement bioplastique, parce que voilà, nous avons décidé depuis maintenant 2 ans, nous avons réussi à intégrer du bioplastique, à savoir de l'acide polylactique dans nos sachets. La problématique que nous avons, c'est une problématique d'ordre technique et technologique. Pour avoir une durée de vie la plus importante possible de nos produits, nous devons les conserver de manière la plus efficace possible. Et donc c'est vrai que jusqu'à présent, le plastique, notamment à base de PVDC ou de VOH, faisait grandement l'affaire. Et c'est vrai que voilà, du bioplastique, nous n'arrivions pas aux mêmes performances aujourd'hui avec le bioplastique. Donc c'est un objectif à moyen terme pour les 2 marmottes, de pouvoir enlever vraiment de tout plastique. Et c'est vrai que voilà, on a toujours essayé de vraiment optimiser depuis le début, comme le disait tout à l'heure mon président, pas d'étiquette, pas de ficelle, pas d'agrafe. Le cellophane a été également ôté de nos emballages depuis 11 ans maintenant. Donc voilà, on avance pas à pas, mais c'est vrai que techniquement, voilà, on est un peu aux limites aujourd'hui. Après, deuxième problématique pour nous, ce sont les plantes. Donc on développe des partenariats avec des agriculteurs. Alors je ne parlerai pas plutôt du local, mais plutôt du côté régional. Donc voilà, on fait confiance, on a des partenaires agriculteurs qui nous font des plantes spécifiques et spécifiquement pour nous. Mais c'est vrai que comprenez, du thé aujourd'hui est difficilement trouvable en Haute-Savoie. Donc on conçoit à présent nos recettes toujours en ayant l'idée du sourcing plante également. Voilà, en résumé, des plantes un peu exotiques, vous voyez bien, si vous êtes un peu consommateur, vous ne les verrez pas chez les 2 marmottes. Voilà, le dernier enjeu aussi pour nous, hormis les plantes, ce sont les autres matières premières. Là, par contre, nous faisons travailler des fournisseurs vraiment frontaliers qui sont dans l'Ain, dans la Savoie, dans l'Isère. On cherche vraiment la proximité. Et au-delà de la proximité, il y a également ce côté RSE, je dirais, qui est d'avoir des partenaires, mais sur le long terme, sur le long cours. Merci Richard de ce témoignage. Effectivement, pour revenir sur les emballages, la perméabilité des emballages à l'oxygène en particulier, même pour la pérennité du contenu. Donc c'est un des enjeux aujourd'hui au niveau des emballages. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont menés dessus sur les matériaux, sur les films multicouches, sur l'adhésion, sur les procédés d'obtention de ces multicouches. Donc il y a beaucoup de travaux menés. Et puis juste un commentaire, il y a bien du thé dans les Alpes. Oui. Le thé des Alpes. Oui. Merci. Alors, sans transition, mais justement, on parlait de RSE. Jérémy va nous parler un petit peu de la démarche dans le groupe Danone, et en particulier au niveau des eaux d'Évian. Oui, bonjour à tous. Du coup, avant de rentrer dans le détail sur Évian, un petit mot sur Danone pour ceux qui ne connaissent pas. Danone en France, c'est un peu plus de 9000 collaborateurs aujourd'hui, 29 sites, 13 sites de production, dont un site de production dans le Chablais, donc à Amphion. Et des marques d'eau que je représente ici, donc Évian, Volvic, Badois, La Solvetat, mais également des marques de produits laitiers comme lait de vache et des marques notamment de nutrition infantile comme Blédina. Au niveau des emballages pour Danone, on travaille sur 3 axes en particulier qui reviennent sur ce qu'on a pu dire avant. Des emballages tout d'abord que je qualifierais d'éco-conçus, donc conçus pour être circulaires. C'est la première étape évidemment. En deuxième, des emballages qui puissent être réemployés ou
et ou recyclés en pratique. Parce que s'ils sont recyclables, mais qu'il n'y a pas ce qu'il faut derrière pour les recycler, ça marche moins bien. Et la troisième étape, pour boucler la boucle, si on veut dire, c'est de réutiliser ou de recycler cette matière. Donc voilà, en termes d'engagement pour Danone, c'est 100% d'emballage réemployable, recyclable et ou compostable d'ici 2025, donc bientôt. Co-construire ces filières de collecte quand elles n'existent pas, qu'elles soient efficaces, inclusives. Et sur l'ensemble des produits Danone, là, c'est plus de 50% de matière recyclée à 2025. Pour Evian, concrètement, donc on vise à avoir 100% d'emballage réemployable et réutilisable d'ici 2025, donc pour s'aligner avec cet engagement Danone. Mais en termes de matière recyclée, l'idée est d'aller plus loin que ces 50% sur lesquels Danone s'est engagé, d'être à 100% de matière recyclée sur le PET, sur le plastique. Et donc de travailler également à de nouveaux emballages et de nouveaux formats qui permettront de répondre aux différents besoins et usages. Quelques exemples ici, notamment ceux que je vous ai amenés aujourd'hui. En 2021, on est déjà à 100% d'emballages primaires qui sont recyclables, et donc c'est le cas depuis de nombreuses années. On a une gamme de petits formats. Donc qu'est-ce qu'on appelle les petits formats? C'est tout ce qui est 33, 50 ou 75 centilitres qui est déjà à 100% en matière recyclée pour la bouteille, donc en RPET, et dont une nouvelle bouteille sans étiquette que vous pouvez voir également sur la table. Donc là, cette bouteille aussi, comme toutes les innovations qu'on a, sont en 100% matière recyclée. Sauf le bouchon qui lui est en PE et sur lequel on travaille, mais aujourd'hui on n'est pas en mesure d'avoir du PE qui soit apte au contact alimentaire, c'est le point qui nous manque. Et ce que j'appelais les très grands formats, donc les deux qu'on a ici également, donc une bouteille de 6 litres qui est sortie récemment, qui est en 100% RPET également, donc qui permet d'avoir aussi moins de plastique. On est sur on est sur moins de 30% de plastique par rapport à un pack de 6 fois 1 litre par exemple. Et on a également cette fontaine de 5 litres avec une couche de plastique très fine. Là, on est sur 60% de plastique en moins à peu près si on se compare au litre à une bouteille de 1,5 litre. Et la base que vous voyez est réutilisable évidemment. Et je voulais juste vous amener également cette bouteille que vous devez déjà connaître, mais une bouteille de verre consigné, c'est pour dire l'économie circulaire, c'est pas récent, c'est depuis de nombreuses années qu'on a déjà ces bouteilles qui sont en restauration, hôtellerie, etc., qui sont consignées. Au-delà de l'emballage lui-même, notre rôle aussi ici en local, le rôle de l'équipe, de l'usine ou du Carré Lumière, c'est d'agir et de sensibiliser localement la population notamment. On est présent sur un certain nombre d'événements. Il y a eu le Trail des Crêtes, ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu lieu, mais on était là avant, et on reviendra. Le Festilément, même chose. Plus récemment à Neufsel, Bienvenue dans mon jardin naturel, où c'était la PM qui était présente pour parler de ses actions également et de la préservation de la ressource. Et différents ateliers sur le territoire auprès des scolaires pour sensibiliser une fois de plus à la préservation des ressources et au tri et au recyclage. Et également en termes d'économie circulaire et de lutte contre le gaspillage, un certain nombre de dons qui sont faits également localement sur des produits dont l'emballage pourrait plus être très beau ou avoir un petit souci. Il n'y a pas de problème sur le produit lui-même, mais bon, au lieu de jeter ces produits et de les détruire, on pousse au maximum aux dons. Et pour finir, pour montrer la cohérence jusqu'au bout, c'est donc les emballages, l'équipe et en 3 l'usine. Aujourd'hui, avant tout, avant même d'en rentrer dans la circularité, le premier point, c'est de réduire au maximum, que ce soit les emballages ou les déchets. Ça commence par là, avant de penser à la circularité. Donc on travaille depuis de nombreuses années là-dessus et on voit une réduction continue. Et le deuxième objectif, c'est donc 100% de valorisation de ces déchets. On voit qu'on est déjà à 97% de recyclage des déchets d'usine aujourd'hui. Donc il y a une valeur assez haute, mais on va chercher à continuer à la faire monter. 2% qui est incinéré avec production d'énergie. Et 1% qui est en fait méthanisé plutôt que composté, notamment à Vinziers au niveau des déchets verts. L'objectif, donc, comme je disais, c'est pas d'arrêter là. On a des taux de recyclage qui sont assez hauts, mais on ne veut pas recycler, on va dire, n'importe comment. Sur le PET, on recycle au maximum en boucle fermée, c'est-à-dire que nos déchets de PET, on les renvoie vers des fournisseurs de RPET qui vont du coup pouvoir les recycler pour ensuite en refaire du RPET, notamment que nous, on pourra réutiliser. L'objectif, c'est quand on a du PET, on veut que ça redevienne des bouteilles, on ne veut pas que ça devienne autre chose au maximum. Ça nous évitera d'utiliser du PET vierge par ailleurs.
Et l'autre point, c'est donc on est à 97%, on veut se rapprocher au maximum de 100%, même si ce sera sûrement compliqué d'atteindre ces 100%. Donc là, il y a juste une petite photo, c'était des matelas de calage dans les trains dans lesquels les produits sont envoyés. Ces deux matériaux, il y a une vanne, etc. C'est des choses sur lesquelles on n'arrivait pas à valoriser. Donc pendant quelques années, on les a gardés le temps de trouver une filière. Donc là, on a travaillé avec un ESAT qui nous aide à séparer ces matériaux, à enlever la vanne et à trouver du coup maintenant une filière de valorisation et de recyclage localement. Et juste pour finir, au-delà des emballages également et au niveau de l'usine et des déchets, la circularité, ça va également sur d'autres points. Là, on a une partie de la production électrique qui est réalisée sur site avec les panneaux solaires que vous pouvez voir ici. On travaille donc valorisation des déchets verts, je le disais, sur la méthanisation. Et le dernier point, plus récent, lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait, le vendredi, quand le restaurant d'entreprise a des restes qui ne pourront pas tenir jusqu'au lundi pour être vendus au service suivant, ils sont vendus sous forme de paniers, un peu sous le modèle de Too Good To Go ou Phoenix pour ceux qui connaissent, aux employés à des prix bradés pour éviter le gaspillage alimentaire et puis faire des économies. Voilà. Merci Jérémy. On voit effectivement une entreprise déjà engagée, déjà responsable au niveau local, régional et voire bien plus au-delà des frontières. On voit que l'intégration de matières premières recyclées, elle ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être un témoignage sur ce qui a été difficile ou pas pour les industriels qui seraient dans la salle, quelques conseils pour quelqu'un qui voudrait avoir une démarche d'intégration de matières premières recyclées. Aujourd'hui, l'une des premières difficultés qu'on a, c'est aussi la disponibilité de la matière. Parce qu'on sait qu'en France, le taux de collecte et de recyclage, notamment du PET, il est en dessous de 60%. Donc forcément, on ne sera pas en mesure de tout faire en 100% RPET mathématiquement. Donc il y a ça. En fait, l'industriel a son rôle là-dedans, mais il n'est pas tout seul. La boucle, pour qu'elle soit complète, on en parlait ce matin, il faut le citoyen, il faut les collectivités, il faut que tout le monde mette la main à la pâte et travaille ensemble pour y arriver. Donc il faut qu'on arrive, en France notamment, à augmenter ce taux de collecte. Le second point, ça va être les aspects qualité, qui sont super importants. On est quand même en contact avec de l'eau. Donc on ne peut pas se permettre la moindre migration, la moindre contamination. Or, le plastique recyclé est forcément un peu moins pur, si l'on peut dire, à la base que du plastique vierge. Donc il y a tout un travail à faire avec les fournisseurs pour s'assurer qu'à la fin, on est sur un plastique qui soit de la même qualité, qui ait bien été décontaminé pour éviter le moindre risque. Et le troisième, ça va être au niveau de l'usine, au niveau des réglages. On est sur une matière dont la viscosité va être un peu hétérogène versus du PET vierge qui va être beaucoup plus homogène. Donc il va y avoir des réglages un petit peu à faire plus régulièrement pour réadapter tout ça. Mais il y a tout le côté qualité, comme je disais. Aujourd'hui, comme je vous le disais aussi, c'était le PE. Le bouchon n'est pas en matière recyclée parce qu'on n'a pas ce PE apte au contact alimentaire. Donc on va vraiment travailler tous ensemble avec les fournisseurs, avec toute la chaîne pour améliorer cette qualité et pouvoir l'utiliser étant 100% matière recyclée sur nos produits. Merci Jérémy du témoignage. Donc effectivement sur un produit que tout le monde connaît, où le recyclage commence par un geste citoyen de chacun d'entre nous, mettre dans le bon bac de recyclage pour, in fine, donc avoir des produits issus de ces matières premières recyclées. Donc de beaux témoignages. Alors, en préparant cette discussion, cette table ronde, donc ça permet de voir qu'effectivement au niveau de l'emballage, au niveau de la plasturgie, il y a un certain nombre de sujets qui sont déjà maîtrisés. Mais peut-être que dans l'état d'esprit d'un utilisateur qui n'est pas de la profession, ça peut être parfois confusant. Donc Scander, en tant qu'expert du centre technique d'IPC, sur lequel vous avez des bénéficiaires, donc 2000 bénéficiaires qui viennent de différents horizons, est-ce que cette démarche d'économie circulaire, est-ce que ce réflexe d'économie circulaire, il est connu, il est interprété et compris du grand public? Merci Jean-Jacques. Oui, en effet, je pense qu'aujourd'hui, il y a des actions en fait, ce qu'on met en place aussi de sensibilisation en fait, voilà, autour donc
des actions en fait, voilà, à mettre en place autour, en fait, voilà, pour mettre en place en fait, ces modèles d'économie circulaire, au-delà en fait, de la plasturgie. Donc en termes, en fait, ce qu'on présentait tout à l'heure, en termes en fait, de consommation en fait, ressourcement durable, oui, il y a beaucoup de travail en termes, voilà, en termes de sensibilisation. Autour aussi de la consommation, en fait, la consommation responsable, l'utilisation responsable en fait de produits, pas que de plastique, afin en fait voilà d'allonger en fait par exemple en fait la durée de vie des différents produits ouais. Ouais, je pense en fait voilà en termes voilà il faut aussi ouais, je pense en termes en fait de sensibilisation. Après il faut un travail à mettre en place, oui, un travail en commun entre les voilà les industriels, les metteurs sur le marché, les transformateurs, les experts, voilà pour donner voilà, plus d'informations et autour de tout ce qui est économie circulaire pour le consommateur. Ouais. L'emballage aujourd'hui, c'est quelque chose qui est entre guillemets visible ou peut-être assez facilement compréhensible pour un utilisateur. Il y a peut-être d'autres exemples où l'utilisateur lambda a une fausse image du côté vertueux ou pas d'une solution. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle d'un exemple que tout le monde connaît, du véhicule électrique, quel conseil ou quelle vision peut a IPC de ces différents sujets? Ouais, c'est un bon exemple. En fait, voilà, de mon point de vue, je pense en fait, voilà, concernant la voiture électrique, où il y a un abus de langage lorsqu'on dit en fait voiture propre, en effet. C'est vrai qu'il faut prendre en fait l'ensemble en fait du cycle de vie en fait du produit, parce que là aujourd'hui on compare en fait voilà la phase de l'utilisation entre voiture électrique et voiture thermique, mais c'est vrai que vous savez en fait voilà autour de ce sujet il y a pendant une dizaine d'années, de 2010 à 2020, il y a eu une centaine d'études en fait d'ACV, ce qu'on appelle voilà, les analyses de cycle de vie, et le point de consensus que lorsqu'on prend en compte en fait l'étape de production, d'extraction en fait des matériaux pour produire les batteries, la gestion de fin de vie en fait des batteries de voitures électriques, donc les voitures électriques peuvent être en fait beaucoup plus polluantes que les voitures thermiques. Donc en effet, c'est un bon exemple en fait voilà pour dire que il faut prendre l'ensemble en fait voilà de la chaîne d'un produit, de la phase en fait de l'extraction des matériaux, la phase de production, la phase d'utilisation et la gestion de fin de vie. Ouais. Il y a effectivement des outils de mesure. C'est comme la pile à combustible aujourd'hui, ou l'hydrogène, pour que la boucle soit complètement bouclée et complètement verte, l'hydrogène doit être vert aussi. Tout à fait. Ce qui est pas encore le cas. Alors ça progresse, certes, mais c'est pour ça que c'est intéressant de se servir ces outils de mesure. Et ça permet de passer le micro à Jérémy avec deux exemples qui sont sur la table. Donc la bouteille en RPET et la bouteille en verre. Dans l'esprit du consommateur, qu'est-ce qui est le plus vert ? Dans l'esprit du consommateur, le verre sera forcément plus vertueux que le plastique. Alors, il l'est pour certains points, il ne l'est pas pour tous. En fait, quand on pense plastique, on est tous challengés sur le fait pourquoi on fait encore du plastique, pourquoi on ne fait pas que du verre. Alors, il faut prendre en compte différents points. On a comme pour tout emballage, en fait, on a les aspects qualité, on a les aspects circularité, mais on a également les aspects carbone. La bouteille consignée, elle va avoir du sens quand on est sur un nombre de rotations élevé, quand on est sur une distance assez courte. Quand on va sur du plus long, la bouteille en PET, notamment en RPET, va être le plus intéressant en fait. Donc c'est compliqué il faut trouver un juste équilibre entre la circularité, entre le carbone, entre la qualité, etc. pour répondre aussi à différents usages, à différents lieux de consommation. Mais par exemple, là on parle de la bouteille consignée, si on est sur une bouteille qui ne serait pas consignée, qui serait une bouteille recyclée, en fait, c'est vraiment l'emballage le moins vertueux, cette bouteille de verre non consignée d'un point de vue carbone. Ce qui paraît contre-intuitif parfois. C'est vrai qu'il y a des pays européens en particulier donc, qui sont fervents adeptes de la consigne. Est-ce que les réglementations sont différentes d'un pays à l'autre ?
Alors, je ne saurais pas répondre dans le détail, je vous là-dessus, sur la réglementation, mais on voit qu'il y a beaucoup de consignes, notamment en Belgique. La Belgique est un petit pays, et donc ça peut avoir du sens en termes de distance à parcourir. En France, clairement, si on vend une bouteille en Bretagne, d'Évian, l'impact carbone sera beaucoup plus faible avec une bouteille en RPET qu'avec une bouteille en verre consigné ou en verre perdu. À l'échelle d'un territoire, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Merci. Alors, dans les différentes présentations, j'ai noté aussi qu'effectivement, cette démarche d'économie circulaire, c'est quelque chose qui doit, le témoignage du président des Deux Marmottes faisait sens, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'ADN de l'entreprise. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui doit se décliner à l'ensemble des strates de l'entreprise. Et je me tourne vers Richard pour apporter son expérience qui a déjà pas mal d'années dans cette entreprise, qui a vu différentes évolutions de l'entreprise et qui a occupé différentes fonctions. Comment ça peut s'appréhender, comment un employé de l'entreprise peut s'approprier la démarche? Je vais ramener à mon propre cas. Je suis arrivé aux Deux Marmottes il y a maintenant 17 ans. La société était vraiment une PME, nous étions une quinzaine de personnes. Et donc en étant très peu, ça m'a amené à vraiment être à différents postes, notamment en production, en R&D, aux achats, à la qualité. Ce qui fait que, de par mon humble connaissance sur tous les processus transversaux de la société, fait que, voilà, on parlait tout à l'heure d'éco-conception, c'est pour le côté R&D. On parlait de la mécanisation des produits recyclés, c'est de la production. Jérémy parlait tout à l'heure de la qualité de la migration, des réglementations REACH, des choses comme ça, c'est de la qualité. Donc, et les achats et les achats notamment, voilà, la qualité des matières premières, des plantes, des dégustations. Ça en revient à la granulométrie de nos plantes et des déchets végétaux qui s'en suivent. Donc voilà, la boucle est bouclée entre guillemets à ce niveau-là, et tout naturellement, on m'a confié ce côté RSE au sein des Deux Marmottes. C'était une volonté de la part de mon président, et tout à l'heure, la raison d'être en fait a été, tout est dit dans la raison d'être des Deux Marmottes, c'est de contribuer au mieux vivre de chacun et de fournir aux personnes des infusions plantes sans arôme, sans laisser de traces dans la nature. Donc, et ça, cette raison d'être, tous les collaborateurs de la société l'ont en eux. Et est-ce que chez Danone, un groupe à l'échelle de Danone, est-ce que tout employé se sent investi cette démarche économie circulaire? Il faudrait leur demander. Non, je pense que oui, c'est un sujet qui touche tout le monde, et Danone est une entreprise aussi qui est connue pour ça. Donc je dirais pas que chaque employé se sent porteur parfaitement à 100% de cette mission, mais globalement il y a une vraie fierté des employés de travailler sur ces sujets-là, et une vraie motivation en interne à travailler là-dessus. Ouais. Merci, je confirme. Parmi nos adhérents, c'est vraiment une tendance macro qu'on retrouve, quel que soit le secteur d'application, quel que soit le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre mot plus fort que l'économie circulaire. C'est vraiment, ça fait partie des outils marketing, on l'a vu dans l'exemple des Deux Marmottes, mais pas que, c'est vraiment une stratégie aujourd'hui, et ça s'inscrit au cœur des stratégies d'entreprise, de s'inscrire sur cette démarche, ce volontarisme autour de l'économie de la ressource. Merci à vous tous. Je propose qu'on enchaîne avec quelques questions de la salle, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Bonjour, merci pour la présentation. Une question par rapport à la traçabilité du plastique dans toute la supply chain. Quand vous concevez une bouteille chez le fabricant, vous savez exactement ce que vous mettez dedans, vous savez tous les ingrédients finalement au niveau chimique. Et puis quand il arrive au centre de tri, et voire même à la réinjection en fin de vie, on ne sait plus exactement ce qu'il y a, ce qui pose beaucoup de problèmes
de qualité. Est-ce que l'industrie du plastique travaille à la traçabilité de ces matériaux pour qu'un jour on soit capable de remettre les plastiques qui sont similaires en termes de composition chimique et enfin améliorer l'efficacité? Une première réponse, après je laisserai mes collègues commenter. Les techniques qui permettent d'arriver à un plastique similaire à celui d'origine, elles existent. Donc c'est le recyclage chimique en particulier. Donc où là on revient à un plastique identique au plastique vierge. Mais vous avez raison, sur les autres voies que le recyclage chimique, en particulier le recyclage mécanique ou toute autre valorisation de déchets, se pose la question de la traçabilité. Être sûr de l'approvisionnement, être sûr du gisement et garder cette traçabilité tout au long de la chaîne. Donc ça, c'est un des grands enjeux aujourd'hui de toutes les chaînes qui se mettent en place, hein, depuis la collecte, la transformation, le tri, la séparation, pour arriver in fine, bien connaître avec les grands acteurs du recyclage aujourd'hui, la traçabilité et la provenance de la matière. Après, comment c'est appréhendé dans les entreprises? Je vais laisser mes collègues répondre. Alors c'est une très bonne question en fait, question de traçabilité. La traçabilité en fait pour par la suite la maîtrise en fait voilà de cette traçabilité pour avoir par la suite un matériau qui a les mêmes propriétés. Tout à l'heure Jérémy l'avait souligné dans le cadre en fait voilà de la bouteille à 100% en fait matière recyclée lorsqu'on parlait du bouchon. C'est vrai, assurer une traçabilité, ça se pose la question notamment dans le cadre en fait du retour à l'élémentaire. Donc retour alimentaire, tout ce qui est food contact, c'est l'un des sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle internationale, on ne trouve pas, hors le RPET, il n'y a pas d'autres polymères qui sont food contact, en fait, retour à l'élémentarité. Pour les polyolépines, par exemple, le PPE, on parlait tout à l'heure en fait, voilà, d'une seule en fait, boîte en Angleterre qui fournissent de PE. PE, c'est ça, oui, PE, grade alimentaire. Donc, la traçabilité, en effet, va permettre donc de s'assurer, en fait, voilà, du gisement et et donc de la composition, mais aussi, en fait, si on veut en faire du retour à l'alimentaire, c'est de la contamination ou pas en fait voilà de gisement. Une des solutions sur lesquelles nous travaillons, c'est ce qu'on appelle une technologie le digital watermarking. C'est en fait c'est une sorte en fait d'empreinte en fait visionnage par faisceau laser, voilà, donc sur des emballages plastiques qui vont nous permettre en fait en fin de vie, c'est comme un digicode en fait, voilà, un QR code en fait, mais sans étiquette, hein, sur l'emballage, pour en fin de vie, lorsque le produit va arriver l'emballage en fin de vie, on pourrait avoir donc des informations concernant la nature du polymère, concernant la composition, pour le valoriser par la suite. Et donc une maîtrise en fait voilà de la traçabilité. Et oui, juste pour compléter peut-être, on parle beaucoup de la consigne pour le réemploi. Une des solutions aussi peut-être pour ne pas mélanger les flux. Enfin, aujourd'hui, on a un bac jaune dans lequel on met plein de choses. Et en effet, il peut y avoir des risques de contamination entre produits. On voit des pays, notamment en Allemagne, où il y a la consigne pour le recyclage. Donc on se retrouve avec des flux avec uniquement du PET et du PE au niveau des bouchons. Ça peut aussi être une solution pour éviter la contamination peut-être. Alors, nous, au De Marmotte, on appréhende le problème de manière un peu différente. C'est que la vision est vraiment d'enlever le plastique. Parce qu'il y a une problématique en aval qui est le recyclage. Nos sachets sont recyclables, mais de là à ce qu'ils soient recyclés, c'est toute une grosse problématique parce que la taille de l'emballage est trop faible. Donc, c'est pour ça que nous avons pris la décision non pas d'utiliser du plastique recyclé, mais de vraiment chercher à l'éviter, à l'enlever en fait de nos emballages. Donc, notamment, il y a des procédés, alors là, on n'est plus dans le plastique, mais notamment avec des protéines de lait, à base de protéines de lait, qui sont fondées sur la religion lyonnaise, qui tiennent toutes leurs promesses. Voilà. C'est ça, parmi les axes de recherche
qui existent. Donc il y a toutes les technologies donc, de CO2 supercritique donc, qui permettent de purifier effectivement la matière pendant son procédé de transformation pour revenir à un état alimentaire. Il y a, comme le souligne Richard également, donc, des entreprises qui ont développé un plastique donc, à partir de la caséine de lait, donc un sous-produit de la transformation laitière. Donc la caséine de lait donc, qui est un produit complètement biosourcé, biodégradable. Donc il y a aussi ce type de démarche et ce type de voie en pleine investigation également, donc avec des niveaux industriels qui existent. Est-ce qu'il y a une question ? Oui. J'aimerais bien compléter la question du monsieur. Vous venez de parler de traçabilité. Aujourd'hui, on le sait, hein, sur le marché européen, il y a des plastiques, des caoutchoucs qui viennent en dehors de l'Union européenne. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez des exemples d'actions? Est-ce que vous avez des informations? Comment on arrive aussi à maîtriser ces problématiques-là? Parce qu'il y a des plastiques qui sont peut-être pas du tout recyclables, avec lesquels ici en Europe, on ne pourra rien faire hein, une fois qu'ils sont arrivés sur notre marché. Est-ce que vous avez des choses à compléter par rapport à la traçabilité et peut-être des matériaux qui arrivent sur le marché européen qui ne sont pas exploitables par rapport, je vous parle de REACH et autres raisons. Peut-être dans les flux d'entrée, Skander. Maîtriser, en fait, c'est-à-dire maîtriser la traçabilité à l'échelle européenne, en fait, des produits qui vont arriver à l'échelle européenne. Moi, ce que je pourrais, comme réponse, en fait, il faut savoir qu'à l'échelle européenne, il y a en fait des organismes tels que Recyclas. Recyclas, en fait, ça fait partie du UPC, European Plastic Converters. Et donc qui mettent en place en fait des audits de qualité de procès pour vérifier, pour certifier en fait cette traçabilité et par la suite en fait valider, certifier la mise sur le marché en fait d'une matière recyclée. Chez les fabricants d'équipements et au niveau de la collecte, il y a aussi pas mal d'actions qui se mettent en place pour la traçabilité depuis justement cette collecte, voire à développer des nouvelles méthodes de tri, méthodes de reconnaissance des produits à travers une identification du produit à la base. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en œuvre de façon assez rapide. Peut-être une autre question ou un autre commentaire ici. Concernant la conception d'objets en plastique, alors je parle plutôt des objets hors emballage, hein, donc des objets à plutôt longue ou moyenne durée de vie. Comment est-ce qu'à IPC, vous travaillez concrètement avec des plasturgistes qui sont souvent des petites entreprises, comme vous l'avez dit, pour les accompagner, ou alors c'est peut-être à leur demande. Et est-ce que peut-être leur donneur d'ordre doit être intégré aussi dans cette démarche? Oui, tout à fait. En fait, voilà. Donc, le sujet d'éco-conception, c'est vrai, c'est un sujet un peu complexe parce que c'est vrai, lors de l'éco-conception de produits plastiques, aujourd'hui, ce qu'on demande en fait aux développeurs en fait de produits plastiques, de rajouter en plus de la contrainte fonctionnelle, donc prendre en compte la contrainte environnementale, et c'est lourd comme exercice. Donc aujourd'hui, ça fait appel à une expertise, à l'utilisation d'outils aussi, des outils, ce qu'on appelle les outils d'analyse du cycle de vie. Donc aujourd'hui, au sein d'IPC, donc on a tout un service dédié en fait d'experts dans le domaine en fait de tout ce qui est éco-conception, analyse du cycle de vie. On a aussi les outils, donc un logiciel largement utilisé à l'échelle mondiale, c'est CIMAPRO avec une base de données dédiée. Et donc comment accompagner concrètement, donc c'est à travers soit en fait donc les actions collectives, c'est des projets déjà dont les résultats sont restitués à nos bénéficiaires, toutes les entreprises qui payent la taxe. Je ne sais pas si vous êtes transformateur, donc vous avez le droit en fait accès à tous les résultats de tous ces projets. Aujourd'hui, on a en cours 13 actions collectives en cours, dont y compris des projets autour de l'éco-conception produit, les règles, les recommandations de la conception de produits plastiques afin de faciliter en fait leur recyclage en fin de vie, l'utilisation en fait des matières, des bases de données aussi. Il y a un projet autour de bases de données, en fait, bases de données des matières recyclées, des matières biosourcées à l'échelle
l'échelle européenne existante, les fournisseurs, tout ça. Aussi un projet autour de la transformation, la processibilité des matières recyclées et des biosourcés. Donc, lors de la conception de produits plastiques, ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va utiliser une matière recyclée ou bien une matière biosourcée dans la conception de produits, pour prendre en compte tous les paramètres autour en fait, de sa transformation, sa viscosité, sa rhéologie, tout ça. Pour compléter ce que dit Skander, donc, du côté du pôle, on a également une mission donc, qui est de déployer la bonne parole, donc, à travers donc, le PRAEC, donc, plan régional des actions en faveur donc, de l'économie circulaire. Et ça a pour but donc, de faire connaître aux donneurs d'ordre, à leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, donc toute la chaîne, ce qui se fait et ce qu'il y a de mieux en matière d'économie circulaire. Qui peut être sanctionné ou pas par exemple certains qui le font déjà, donc un label, hein, donc le syndicat, enfin l'ex-fédération, maintenant le syndicat Polivia décerne un label qui s'appelle MOR, donc pour les entreprises qui utilisent déjà dans leur processus donc des matières recyclées. Mais au-delà de tout ça, donc il y a un accompagnement pour faire connaître, vulgariser cette démarche d'économie circulaire dans les entreprises auprès des donneurs d'ordre, auprès de leurs sous-traitants, essayer d'établir une cartographie des différents acteurs, qui fait quoi, qui est capable d'avoir un gisement, qui est capable de le traiter, qui est capable derrière de transformer. Donc surtout les maillons de la chaîne pour essayer d'avoir une vision assez globale au niveau déjà de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien, je vois qu'il est l'heure et qu'on n'a visiblement pas d'autres questions. Donc il me reste à remercier chaleureusement donc, les intervenants à cette table ronde et vous souhaiter donc une bonne fin de journée. Merci.